Bonjour, est-ce que vous pouvez regagner des places assises, s'il vous plaît? Donc j'ai l'honneur d'animer cette deuxième journée des 10e États généraux des usagers de substances. On va ouvrir la session avec mon camarade Alain Morel, ici présent, pour avoir une journée sur patients, consommateurs, usagers du système de soins, nouvelle liberté ou nouveau stigmate. C'est un titre un petit peu sibyllin que je vous laisse méditer. Dans la matinée, on va effectivement parler beaucoup plus des questions de patients, d'usagers du système de soins, de démocratie sanitaire, c'est-à-dire de tout ce qui est en lien avec la prise en charge. Et cet après-midi, les questions de drogue comprises comme une demande sociale ordinaire, comme objet de consommation. En fait, l'idée, c'est de sortir de la figure du toxicomane délinquant, malade, telle qu'elle existait avant la réduction des risques. Et aussi bien à travers le fait qu'il y ait aujourd'hui des usagers dans la démocratie sanitaire qui essayent de se responsabiliser. On a vu hier toutes les questions de santé communautaire qui sont effectivement une base pour se responsabiliser quand on est dans le soin. Mais il y a aussi tous les gens qui sont considérés comme usagers du système de soins et qui, on le verra, ont une action en tant que uniquement utilisateur du système de soins, parce qu'on a, grâce à l'histoire du sida, une démocratie sanitaire qui s'est installée au début des années 2000. Un certain nombre de gens qui interviendront ce matin illustreront ce propos. Quant à l'après-midi, quand je parlais de la demande sociale, qui sera aussi illustrée par plusieurs intervenants, c'est aussi une figure de consommateur, on va dire, qui émerge en dehors de questions de prohibition pure. Même si, bien sûr que les drogues sont toujours interdites, bien sûr que la répression et le ministère de l'Intérieur, comme on l'a dit hier, reste le principal interlocuteur des usagers, mais on sent monter quand même une demande de plus en plus légitime, on peut le dire, de la part de la société qui réclame qui du cannabis pour se soigner, qui des produits sur Internet livrés par la poste, qui des partis politiques qui pensent que les drogues devraient être des objets ordinaires comme n'importe quelle marchandise. Voilà pour le programme de la journée. Alors, sur cette introduction, en fait, j'ai demandé à mon ami Alain Morel si on pouvait, pour une fois, transiger avec la règle dont on a parlé hier, qu'Assud s'était fixée de ne jamais témoigner. Effectivement, on ne parle jamais à la première personne du singulier, pour éviter d'être enfermé dans ce stigmate classique de l'usager qui témoigne et qui est juste un objet de curiosité pendant qu'après les experts viennent disserter sur la question des drogues. Et il se trouve que je vais faire une entorse parce que mon parcours personnel maintenant, ça fait quand même 25 ans que je parle plus de drogue que je n'en prends, quoi. Et que... voilà. Non, mais pas d'interruption, c'est déjà compliqué d'être dans cette situation que d'habitude seuls les groupes d'entraide connaissent, du partage. Et en fait, moi, je me suis dit on allait partager sur c'est effectivement 25 ans de parcours. J'allais dire commun, enfin tu me diras ce que tu en penses, Alain, où à la fois nos vies se sont trouvées influencées par notre évolution de vie associative. Et d'ailleurs, je pense de plus en plus que le raisonnement rationnel, c'est souvent ça qui détermine finalement les choix qu'on fait. C'est-à-dire, c'est des émotions partagées et c'est des émotions vécues qui vous amènent ensuite à prendre telle ou telle position sur des questions politiques plutôt que des raisonnements compliqués. Alors,
le premier point focal, c'est quand je suis sorti de prison en 1982, où il y avait une voiture qui m'attendait à la sortie de la prison de la Santé, qui m'avait permis de sortir en conditionnel, parce que le trait d'union, donc, avait pour fonction d'aller accueillir les toxicomanes à leur sortie de prison et de leur permettre de sortir en conditionnel, c'est-à-dire de faire la moitié de leur peine. Et ensuite, bah, tu diras, j'espère. Non, tu ne diras pas. Donc je te dénonce. Donc tu étais, tu n'étais pas d'ailleurs à l'époque à Trait d'Union. C'était le docteur Francis Curtet qui était le directeur, et tu as été ensuite tu étais son adjoint et son successeur, je crois. Ensuite, on s'est croisés lorsque, en 1993, j'étais président de l'Imité la Casse, et je me souviens avoir adressé plusieurs courriers au président de l'ANIT de l'époque, qui s'appelait Alain Morel. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, on a aussi partagé beaucoup de réflexions, de moments, au moment de la préparation de la conférence de consensus sur les TSO en 2004, donc la seule conférence de consensus qu'il y a eu sur les TSO, et plus dernièrement, en 2017, la conférence de consensus sur la réduction des risques et des dommages que tu as aussi présidé. Et à chaque fois, tu m'avais fait l'amitié de me prendre dans le comité d'organisation, ce qui, à chaque fois, donne effectivement une idée de comment à la fois ASUD a évolué et à la fois cette position de représentant des usagers s'est trouvée affirmée dans la confrontation au départ, très clairement, et puis ensuite dans une alliance dont les écus de cette année sont aussi une illustration. Donc parcours symbolique qui reflète toute l'évolution d'une réflexion sur la prise en charge des usagers et sur la définition même de conditions d'usagers de drogue. Donc je parlais des années 80, et c'est vrai qu'en matière de drogue, souvent, j'entends les journalistes, les médias, qui sont complètement axés sur le temps présent, dès qu'on s'adresse aux usagers, en tout cas, comme s'il y avait une connexion forcément liée au mode et à la jeunesse. Alors ça, c'est des drogues et la jeunesse, ça c'est le marronnier classique, sans profondeur historique du tout. Et alors que pour n'importe quel autre phénomène social, la profondeur historique paraît évidente. On entend parler des gilets jaunes, on entend parler des sans-culottes, de 1848, on remonte à il y a 2 siècles. Bon, sur l'usage de drogue, on voit bien qu'il y a cette volonté de toujours le maintenir soit dans le périmètre des déviances, soit dans le périmètre du soin. Et donc, après, si on s'adresse aux usagers, c'est toujours sous l'angle de la mode et des jeunes usagers, des nouvelles drogues, sans se rendre compte que, par exemple, pour ce qui est de la réduction des risques, ces années 80, ces années que j'ai appelées, moi, SIDA, psychanalyse, post-cure, ont été absolument fondatrices, parce que c'est contre ce modèle que la réduction des risques s'est instituée. Et en même temps, moi, dans mon parcours personnel, je suis un produit type de ce système qui m'a sauvé la vie, littéralement, qui fait que la psychanalyse, notamment, que j'ai découvert à Trait d'Union, notamment en discutant avec Sylvie Le Poulichek, dont je cite le nom aujourd'hui parce qu'elle a écrit beaucoup d'ouvrages psychanalytiques pointus sur la question de l'usage de drogue, et c'est intéressant de les revoir aujourd'hui, même si le vocabulaire est très, très dur et très un peu galimatia, technique, freudien, mais le fait de pouvoir mettre des mots sur des émotions, c'est vraiment ça qui m'a permis de sortir du cercle infernal, CAM, prison, cure, CAM à nouveau, prison, cure, et jusqu'à ce que, dans un travail qui m'a été expliqué à ce moment-là, je comprenne que ces émotions, il faut les parler, et que c'est en les parlant que on les subit moins dans un processus qui était clairement de l'autodestruction, parce que, il y a aussi de l'autodestruction dans l'usage de drogue. Il n'y a pas que de la jouissance. Après, si je reviens sur l'Imité la Casse, c'est donc le moment où on s'est à nouveau croisés. Là, j'avais, en tant que toxicomane réhabilité, parfaitement réinséré, professeur d'histoire, exemplaire de la réussite du système, qui ne fonctionnait absolument pas pour le plus grand nombre, mais
qui était une forme d'élitisme, voire même oui, de lutte pour la vie, où simplement les plus forts sortent vivants de l'histoire. J'avais toujours une colère intégrale sur l'injustice absolue du VIH, et du VIH qui était le produit de la guerre à la drogue, pure et simple, hein, puisque VIH égale interdiction de vente des seringues. Et donc comment cette formulation de guerre à la drogue m'a permis de sortir de quelque chose que la psychanalyse ne permet pas de mettre en exergue, parce qu'elle est profondément individualiste et qu'on passe son temps à dire « je me change moi » parce que je ne peux pas changer l'extérieur. Mais il se trouve que dans l'extérieur de la guerre à la drogue, il y a des conditions objectives d'extermination des drogués, comme emprunter le mot de Thomas Hatz, et que ça nécessitait d'être canalisé dans une colère qui ne soit plus une colère dirigée contre moi-même. Et ça, c'est vraiment limiter la casse. C'est vraiment ce qui m'a... Enfin, que j'ai rencontré même en lisant le premier journal de la suite, où ouais, j'ai vu cette espèce de brochure là en noir et blanc qui disait, bon, en gros, quel mal faisons-nous à la société en utilisant ces substances, et surtout qui insistait sur quelle était cette vengeance sociale qui nous avait infligé ce fléau qui nous condamnait tous à mort à l'époque. Donc, ben voilà, donc limiter la casse et les échanges qu'on pouvait avoir à l'époque, qui est, à mon avis, très intéressant à relire aujourd'hui à l'aune de la réduction des risques devenu l'item majeur du soin, ou quand même un item qu'il a fallu imposer de force, hein. Il a fallu lutter pour... tout ça, c'est une question de rapport de force, quand même, de rapport de force politique, qui font que les choses ne s'obtiennent pas autrement. Encore une fois, voir ce qui se passe dans la rue en ce moment avec des gens qui portent des gilets jaunes. Donc, cette réduction des risques, ensuite, elle s'est déclinée beaucoup dans le compagnonnage qu'on a eu au sein de plusieurs commissions, et notamment au sein de la Fédération française d'addictologie, qui a donc présidé aux 2 conférences de consensus que j'ai citées. Et là, il faut dire quelques mots sur l'addictologie. Cet effort pour inscrire la prise en charge des usagers de drogue dans le cadre élargi des conduites addictives, qui est quand même qui était un exercice inédit, hein. Placer l'usage de drogue dans les pas réglementés de la santé, c'était inédit. La prescription d'un médicament comme unique solution, c'était un inédit. Et c'est aussi l'addictologie qui a permis à la suite de s'inscrire dans la démocratie sanitaire, qui est aussi une protection légale, hein. C'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre de problèmes judiciaires qu'ont pu rencontrer d'autres associations, le CIRC pour ne pas les nommer, ou même Technoplus à d'autres moments, on a été beaucoup protégés par cet agrément qui a été évoqué hier par Ruth Gozlan, l'agrément représentant des usagers du système de soins, donc qui procède vraiment de la démocratie sanitaire. C'est la loi Kouchner de 2004, qui fait que, bon, à part des campagnes de presse de type Valeurs Actuelles, hein, c'est des gens très à gauche qui nous aiment beaucoup, voilà, on n'a pas rencontré de problème majeur. Seulement, quand on parle de l'addictologie, il y a la résistance ce que j'appelle la résistance de la frontière de l'illicite, l'assimilation de l'usage de drogue aux critères épidémiologiques d'une maladie chronique continue, de mon point de vue, de buter sur 3 écueils conceptuels. 1. Les malades se débrouillent souvent pour continuer à être malades, avec la complicité de leur médecin, quitte à acheter de la maladie au marché noir. 2. La grande majorité des malades ne veulent pas guérir, et c'est parfois la guérison qui les tue. 3. Dans ce concept, certaines maladies sont interdites et pas les autres, ce qui retire quand même pas mal de justesse, de substance au concept général. Donc, des perspectives faussées. Et cette expertise des patients en addictologie est d'autant plus faussée par le caractère illicite de certaines substances. Dans la question des drogues licites,
par exemple, les usagers récréatifs, les simples usagers, voire les abuseurs, sont rarement en contact avec le système de soins. L'expertise de gestion du produit est exprimée en général dans les produits licites par les industriels ou éventuellement par les milieux culturels vinicoles, quand on parle de la question du bon vieux pinard, alors qu'en matière de drogue illicite, tous les usagers sont potentiellement susceptibles d'être contraints aux soins, et ça c'est dans le meilleur des cas. Là on reste dans la perspective du soin, mais sinon ils sont aussi contraints par la prison, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est cette question clé des patients experts qui est complètement faussée, je l'ai dit, par cette affaire du licite et de l'illicite. Et si on parle de l'expertise des usagers, on a des rôles différents selon qu'on parle de l'usage de drogue ou qu'on parle d'addictologie. Si on reste dans la question de l'expertise de l'usage pur, il s'agit de donner aux usagers des informations ou des outils pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes au mieux leur consommation sans nécessairement la réduire. Et donc, c'est une forme d'expertise de l'ivresse, en quelque sorte. Un usager expert spécialiste de l'usage est une espèce de, de spécialiste de l'ivresse, je ne peux pas le dire mieux. Par exemple, les industriels, alors encore une fois dans la question de l'alcool, on a des exemples beaucoup plus simples, les œnologues ou des amateurs éclairés qui se réunissent pour promouvoir tel et tel cru. Dans l'industrie du cannabis, on commence à suivre ce modèle, puisqu'on a un certain nombre de pays qui organisent des concours de variétés, comme la Spanabis en Espagne, pour ceux qui ne connaissent. Il y a aussi aux Pays-Bas des Cannabis Cup divers et variés, aux États-Unis aussi depuis longtemps. Alors que dans l'addictologie, ces usagers experts ne sont appréhendés que sous l'angle du soin, comme simples patients, et donc leur expertise est nécessairement corrélée à cette question sanitaire. Alors, si on se projette dans l'avenir très proche, on va avoir sur cette question-là un défi planétaire, ça va être la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis qui est à nos portes, qui est en route, qui est portée par la démocratie américaine, dont on connaît la puissance de frappe, puisque c'est elle qui a porté toute la croisade de guerre à la drogue. Donc on sait que les Américains sont efficaces, et là ils vont être très efficaces avec le marché du cannabis. Alors on a deux options. Soit on va avoir le modèle classique, encore une fois, alcool blanc, tabac, où le marché est aux mains de l'industrie avec le profit quasiment comme unique critère de sélection, ou alors le modèle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le modèle viticole, style vraiment roots, et le Cannabis Social Club, où le marché est plutôt impacté par la demande des usagers en matière de goût et de qualité, et notamment de qualité de l'ivresse. Encore une fois, l'objet qui n'est jamais abordé quand on parle de spécialistes de l'usage. C'est vraiment de ce côté-là qu'il y a, à mon avis, quelque chose à rechercher. Et évidemment, le rôle de l'usager expert est déterminant dans le deuxième modèle, celui du Cannabis Club ou du modèle viticole vigneron. Donc en gros, en conclusion, je dirais que si on parle de démocratie sanitaire, de drogue et de démocratie sanitaire, on a tout bêtement l'obstacle de la réalité sociale. Le paradoxe, c'est que la démocratie sanitaire, elle repose sur un postulat, c'est que le malade continue d'être un citoyen de plein droit. Or, la loi, on l'a dit, dénie aux usagers de drogue l'exercice de la citoyenneté, et souvent les usagers d'ailleurs refusent le statut de malade. C'est le cas à Sud, même si on a cet agrément de patients représentants des usagers du système de soins, un certain nombre de gens se refusent absolument à être présentés comme des malades. Donc il y a vraiment un pas à franchir, un pas politique, mais qui est peut-être pas si lointain, où par exemple l'usage d'héroïne sera considéré comme un motif valable d'absence au travail. Et cet après-midi, on va avoir Christian Andréau qui va intervenir sur cette question, comment un grand employeur public ou parapublic peut de plus en plus considérer comme l'usage de drogue
est illicite, hein, est une raison valable de ne pas venir au travail. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Comment toutes ces années, 27 ans, ont amené ASUD à proposer plusieurs types d'interventions, depuis notre place de toxicomane, usager de drogue, patient expert, drogué, enfin que sais-je. Un exemple tout bête, hein. Dans les années 90, il fallait se battre pour avoir des prescriptions d'opiacés. Aujourd'hui, de plus en plus, nous nous battons pour obtenir des sevrages de TSO. Parce que les gens sont coincés dans un usage de TSO plus ou moins subi, forcé, et rien que ce caractère un peu absurde montre bien quel est le point focal de notre action. Notre action, c'est une question de pouvoir pur, une question de rapport de force, plus que la lutte contre la discrimination encore. L'usage de drogue est vu comme l'exercice d'un droit qui suppose avant tout d'obtenir un rapport de force favorable en notre faveur. Et je vais conclure sur ce point. Merci. Merci beaucoup Fabrice, d'abord pour l'invitation et la place donnée dans ces journées, et puis pour ce témoignage. Ce témoignage qui m'inviterait à faire de même, mais je ne suis pas sûr que ça vous passionne, d'une part, mais d'autre part, c'est pas ce que j'ai prévu de faire. Et ce que tu disais me touche beaucoup, parce que effectivement c'est une partie d'histoire commune, enfin c'est des histoires qu'on a eues parallèlement ou qui se sont croisées à certains moments donnés. Pour moi, c'est pas, le démarrage n'est pas le trait d'union à la sortie de prison, mais c'est le trait d'union après une phase où j'étant interne à Annecy, interne en psychiatrie, et créant le centre d'accueil qui est devenu le Lac d'Argent et qui existe toujours à Annecy. C'est la rencontre avec ce qu'on appelle aujourd'hui des usagers, dans un contexte extrêmement mêlé, extrêmement paradoxal, extrêmement ambigu, extrêmement contradictoire. Et on va retrouver ça d'ailleurs tout au long, enfin moi c'est ce que j'ai vécu un peu tout au long de mon parcours, c'est-à-dire à la fois des relations extrêmement fortes, voire amicales, avec des personnes dites toxicomanes, des usagers, des personnes tout simplement, et de créer cet espace du centre d'accueil pour les sortir de l'hôpital, nous aussi sortir de l'hôpital, parce que tout se passait jusque-là dans l'hôpital psychiatrique avec d'énormes catastrophes. C'est la rencontre aussi avec les collègues suisses, c'est la rencontre aussi avec des patients suisses, dont certains sont devenus des hauts responsables, enfin en tout cas des acteurs importants, en particulier à Genève, dans le dispositif de soins aujourd'hui. Et puis un petit peu plus tard, quand j'ai décidé de venir me consacrer à Paris complètement à la question des toxicomanies, parce que je percevais qu'il y avait là quelque chose d'un sujet dont je parlerai après sur comment dire, la valeur politique, la valeur sociale, la valeur sociétale que représente à travers des histoires personnelles un phénomène social et des pratiques. Je suis donc venu à Paris et je suis devenu effectivement l'adjoint de Cureté au Trait d'Union, et dans une période où le sida commençait était au plus haut de son apogée, et avec une tension extrêmement importante de ce fait-là aussi. Le paradoxe, je me rappelle, je finirai là-dessus parce que sinon ça pourrait être trop long, mais ce paradoxe où en 1992, en tant que président de l'ANIT, comme tu le rappelais tout à l'heure, j'ai fait publier dans Libération une tribune pour la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues, et qui a conduit à ce que je reçoive une lettre de ASUD que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, qui me disait il y a peut-être des choses à faire ensemble. Et parallèlement, dans les mois qui ont suivi, enfin c'était à peu près en même temps, une controverse extrêmement violente à propos de la méthadone et à propos de la buprenorphine. À l'époque, c'était le Temgesic, qui a amené à des prises de position
très opposés, très tranchés, et au fait qu'un certain nombre de personnes comme moi, du milieu professionnel, se retrouvent dans une prise de position pour ou contre, de façon frontale, tout à fait inutile, que j'ai regretté pas mal après, parce que c'était pas du tout intéressant et ça n'a fait que en fait attiser les choses. Mais il y avait un vrai problème, déjà un vrai problème d'identité professionnelle à l'époque pour nous. Comment est-ce qu'on peut remettre en question un combat qu'on avait mené seul face à la psychiatrie, face à la médecine, face à la répression, face au pouvoir politique, etc., par rapport à ces questions d'usage de drogue, et tout d'un coup de se sentir accusé de ne pas être suffisamment proche, de ne pas comprendre que la prescription de traitement de substitution était un élément essentiel. Nous avons, enfin je pense, beaucoup changé, et puis tu rappelais la conférence de consensus de 2004 sur les TSO, et le basculement s'est fait en fait pour beaucoup très rapidement, mais c'est vrai que le milieu professionnel français était à la fois extrêmement attaché à l'idéal de liberté et donc de lutte contre les dépendances, et à la fois très loin des domaines pratiques et des besoins aussi très concrets des personnes toxicomanes à cette époque-là. Donc voilà, cette histoire, elle a continué, elle est faite aujourd'hui d'autres paradoxes, dont ceux que tu viens d'expliquer d'ailleurs à propos de où est la limite, toxicomanie illicite et pas illicite, etc. On pourra y revenir. Mais moi, ce que j'avais envie de vous dire ce matin, après, c'est... j'ai pris le point de départ comme étant ce qu'on a appelé à l'époque, avec Olivenstein, c'était la toxicomanie des jeunes. La toxicomanie des jeunes après 68, c'est finalement le point de départ, on pourrait dire, en tout cas, moi je vais le prendre comme ça, de ce phénomène actuel, moderne, qui s'appelle aujourd'hui des addictions. Quelque chose s'est transformé dans l'image même et dans les pratiques même aussi dans la société autour de ça. D'abord de manière très, très limitée, mais de plus en plus diffusée. Et durant... donc ça fait un demi-siècle à peu près, hein, je crois que c'est important de voir en quoi les connaissances, nos connaissances ont progressé dans différents domaines, et aussi d'analyser toute l'expérience qu'on a pu accumuler durant ces 4 ou 5 décennies. Qu'est-ce qu'on a appris vraiment d'essentiel durant tout ce temps? Pour moi, je vais résumer ça en 3 choses. 3 choses tout à fait fondamentales pour aujourd'hui comprendre et maîtriser, mais 3 choses qui sont largement édulcorées, voire ignorées, voire combattues, d'ailleurs on va le voir, par l'idéologie dominante, je vais appeler ça comme ça, l'idéologie dominante qui reste une idéologie forte, tu l'as rappelé tout à l'heure. 3 enseignements que je vais essayer de partager avec vous, parce que vraiment je pense que c'est sans doute l'alpha et l'oméga pour moi de cette intervention, c'est que quand je dis partager, c'est partager. Et quand je dis partager, c'est pas partager entre simplement des collègues, c'est partager avec tous et en particulier avec les usagers. Première chose que je retiens et qui me paraît fondamentale, elle va peut-être vous paraître évidente ou bon, je ne sais pas, mais c'est que quand on se préoccupe de phénomènes de drogue, d'addiction, l'important c'est d'essayer d'en comprendre les racines. Eh bien ces racines, ce qu'on sait aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, même si certains le contestent, c'est que ces sources du phénomène sont dans la société, sont dans la modernité, sont dans nos modes de vie, et certainement pas dans la défaillance de la morale publique ou dans le cerveau. Donc, c'est important ça. Ça veut dire que les racines du phénomène des addictions, ça ne devrait plus faire beaucoup de doute à qui veut bien regarder un peu ce qui se passe dans l'histoire, dans cette histoire, c'est-à-dire l'explosion de ces modes de consommation, de cette diffusion des substances, et pas que des substances, dans l'exact parallèle du développement de celle du capitalisme industriel d'abord, puis libéral et financier d'aujourd'hui dans lequel nous sommes. On peut, comment faire l'impasse sur cette relation qui me semble particulièrement étroite et intéressante à souligner. Donc ça veut dire que les sources des addictions sont historico-sociales avant tout.
C'est Cynthia Fleury, une philosophe que vous connaissez, qui dit des addictions, qu'elles sont le prix à payer de la modernité. Mais je crois qu'on peut aussi dire, là c'est à la suite d'un autre penseur, mais qui est canadien, qui s'appelle Ian Hacking, qui est anthropologue de la santé et de la maladie. Il dit que ces pratiques, les addictions aussi, sont arrangées parmi ce qu'il appelle des maladies transitoires. Un peu comme l'ont été l'onanisme, on a oublié ça, mais l'onanisme, c'est-à-dire la masturbation, la passion de la masturbation, comme en fait une maladie sur laquelle il y a eu des traités de gens très importants. Raspail, par exemple, qui a laissé son nom sur un boulevard à Paris, était un grand spécialiste de l'onanisme. Et encore plus près, c'est l'histoire de l'hystérie, qui, moi, m'a marqué dans mes études, quand j'ai appris la psychiatrie, et donc aussi beaucoup la psychanalyse. Nous étions très centrés, voire focalisés sur la compréhension, l'analyse, etc., de ce qui s'appelait l'hystérie. Aujourd'hui, bizarrement, l'hystérie a disparu. Plus personne n'en parle. Au XIXe siècle, sous Charcot, c'était l'élément, la découverte extraordinaire. Aujourd'hui, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Voilà typiquement donc des maladies transitoires, comme dit Hacking. Ces comportements humains, qui sont d'ailleurs souvent ancestraux, qui existent depuis la nuit des temps, mais qui connaissent soudain, dans un contexte historique de transition culturelle, on peut dire ça comme ça, de changement profond culturel, un développement, une focalisation inédite. Des comportements sociaux qui interrogent la société et qui déclenchent ces réactions défensives à cette société, et des réactions qui vont être violentes, de plus en plus violentes, parce que ces comportements, justement, en matière de toxicomanie en particulier, d'usage de drogue, je reviendrai là-dessus, mais pas simplement des drogues illicites, mais des comportements qui se confrontent de plus en plus violemment aux normes de la morale sociale de l'époque. Des comportements face auxquels la médecine est convoquée, elle est appelée à jouer un rôle essentiel pour nommer, pour désigner, pour expliquer, entre guillemets, par les déviances biologiques qu'on va rechercher et qu'on va finir toujours par trouver d'une manière ou d'une autre, et puis pour combattre ces phénomènes. C'est comme ça qu'on a été amené et que nous nous retrouvons à devoir lutter contre la drogue. On ne parle pas de guerre quand on est professionnel, enfin on lutte contre. Lutter contre la drogue et aujourd'hui lutter contre les drogues et les addictions. En réalité, comme les autres maladies transitoires d'aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres, comme l'obésité par exemple avec la malbouffe, le burn-out avec la souffrance au travail, les troubles de l'attention des enfants avec le surdéveloppement des écrans, eh bien, les addictions se nouent dans les processus d'une société qu'on a qualifiée d'addictogène. On n'est pas les seuls, mais avec Jean-Pierre Coutron et quelques autres. Une société dont le fonctionnement est basé sur l'hyperconsommation, ou comme le dit un autre médecin, Arnaud Mycène, tout ce qui peut susciter la convoitise peut s'acquérir sans délai. Un système qui agite les rêves de liberté, mais qui ne fonctionne que par les inégalités qu'il crée. Les inégalités sont consubstantielles à cette société. On le voit bien dans tous les débats qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs. Un système qui, comme la pire des toxicomanies, ne vit que pour sa croissance, en débridant la consommation et l'immédiateté, et par l'installation d'une idéologie individualiste qui veut que l'on soit tout seul coupable quand vient la destruction de son écosystème, quand tout va mal, quand vient la souffrance, pour mieux s'en remettre finalement au pouvoir de ceux qui détiennent ce pouvoir. Ce système ne survit pas seulement par des mécanismes économiques, politiques, par la répression, etc., même si évidemment tout ça existe, mais parce que ce système, il s'inscrit dans nos têtes, il s'inscrit dans nos représentations, il s'inscrit dans nos relations sociales et dans notre culture. Dans nos façons aussi de faire, et en particulier nos façons de prévenir et de soigner. C'est pourquoi l'analyse du contexte social, c'est pas simplement une analyse du paysage, c'est essayer de comprendre les ressorts
Mais cette analyse-là, elle est vraiment riche en perspectives, que si elle ne se résume pas à un simple descriptif du rapport entre offre et demande, c'est-à-dire entre les politiques et les modes d'action des lobbies, des industriels d'une part, et puis les modes de consommation. On voit bien à travers ce que j'essaie de dire en quelques phrases que c'est bien plus important, beaucoup plus profond que ça, même si ces choses-là existent aussi, et il ne s'agit pas de les nier, et il faut les dénoncer. Alors si comme on l'observe, la source du phénomène addictif est bien sociogénique, qu'est-ce que ça nous donne comme outil, ça, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut se donner, nous, comme outil pour changer cette réalité? Est-ce qu'il existe une alternative? Est-ce qu'il existe... ou est-ce qu'il faut rêver d'un grand soir, un jour par exemple où la prohibition disparaîtra, ou bien se contenter d'aménager le système, ou encore de nous laisser convaincre qu'on est impuissant et qu'il faudra attendre des changements un jour peut-être. En fait, je pense que c'est là-dessus que je voudrais finir. Il y a deux choses, c'est les deux autres choses que je retiens de ces 50 ans d'histoire qui nous apprennent et qui nous indiquent les voies du vrai combat, en tout cas du combat qui est productif, que nous avons à mener et que nous ne pouvons mener qu'ensemble. Premièrement, c'est combattre la stigmatisation, et derrière la stigmatisation, c'est combattre l'effacement de l'expérience, et l'effacement du vécu, l'effacement en fait de ce que l'humain peut retenir de ce qu'il vit. Depuis plus d'un siècle, l'addiction est traitée comme une maladie de la volonté, entre guillemets, une maladie de la volonté, rejetant le consommateur du côté de la faute, du côté du fautif, du côté du faible, et ne laissant de place à sa parole que dans l'aveu de culpabilité. J'ai pourri ma vie, j'ai pourri tout le monde, et puis j'ai trahi la société, etc. Un aveu d'impuissance aussi, et un devoir de compliance, c'est un mot à la mode, enfin un mot actuel, un devoir de compliance aux contraintes auxquelles on l'assigne. Ces contraintes qui peuvent être et qui sont légales, qui sont sociales, mais qui sont aussi thérapeutiques. Ainsi, depuis longtemps, la stigmatisation de l'usager est permanente et sa parole disqualifiée. Dans un tel contexte, ce qu'il nous a fallu faire et ce qu'il nous faut continuer de faire, c'est d'extraire l'expérience, d'extraire le vécu de l'usage et des usagers de cette chape d'illégitimité et de culpabilité sous laquelle elle est écrasée et elle étouffe. Non seulement pour que cette expérience s'exprime, mais surtout pour lui reconnaître sa valeur, c'est-à-dire son sens et le savoir dont elle est riche. Car ce qui donne sens à l'addiction, c'est qu'il y a des choses derrière, c'est qu'il y a une intentionnalité, c'est qu'il y a des personnes avec ça, et qu'à sa source, il y a un comportement qui est humain, qui est volontaire, qui est social, qui est universel d'ailleurs, ce qui fait d'ailleurs qu'on est un peu tous usagers, c'est la recherche de satisfaction. Satisfaction ne signifiant pas, pour moi ici, un petit supplément de bien-être ou une perversion du plaisir ou un paradis artificiel, en tout cas pas seulement. C'est beaucoup plus l'adaptation au monde. C'est la recherche de mieux-être. Et pour certains, en tout cas, qu'on a pu rencontrer, c'est la condition de survie à court terme. Alors comment parler de personnes, comment parler de sujets, comment parler de patients même, si on prive cet individu du sens de son comportement et des bénéfices vitaux qu'il en tire, ou si on le réduit au statut de malade, ce qui revient à peu de choses près, un peu au même. La reconnaissance de l'expérience et la prise en compte de l'expertise qu'elle apporte sur soi et son rapport au monde sont les conditions, je crois, aujourd'hui, pour qu'on puisse s'établir une vraie relation, une vraie alliance, quelque chose qui soit une réelle relation d'aide, une relation thérapeutique, une relation soignant-soigné. C'est-à-dire avant tout une relation interhumaine. Et pour qu'une relation entre usagers, population, institutions puisse également s'instaurer, ce champ, il a pu évoluer dans ce sens-là, en grande partie grâce à la réduction des risques. Notamment dans sa dimension communautaire,
ce champ de la reconnaissance de l'expérience vécue et du savoir qu'elle procure est le premier élément d'une relation possiblement égalitaire. C'est ça qui est fondamental. Je finis là-dessus. Il ne peut pas y avoir de relation soignant-soigné, en particulier dans le domaine des addictions, pas seulement, mais en particulier dans le domaine des addictions, s'il n'y a pas une valeur d'égalité dans cette relation. Or, beaucoup de thérapies, beaucoup de traitements sont basés sur la symétrie du pouvoir et de la relation. Et j'essaierai de parler tout à l'heure, puisqu'on a une petite table ronde, enfin une table ronde qui consacrerait un peu à ça, comment on peut le faire, comment ça peut se réaliser concrètement, que ce ne soit pas simplement que vous n'entendiez pas mes paroles comme simplement des paroles en l'air. Mais je donc voudrais finir sur la dernière chose que je retiens, moi, de mon histoire, mais aussi de ce que je crois être l'histoire de ces 5 dernières décennies. Ce dernier élément qu'on a redécouvert ou découvert grâce à différents courants de pratiques sociales. J'ai cité la réduction des risques, et je pense en particulier à la pratique de santé communautaire d'associations comme AIDE et de bien d'autres, mais aussi à des réflexions et des travaux faits par des gens qui sont dans le domaine de l'intervention psychosociale, comme Gérard Mendel, qui m'a beaucoup influencé, et Yann Le Bossé, qui est toujours là. C'est le pouvoir d'agir. C'est cette notion d'empowerment. Je pense que vous l'avez déjà évoqué hier, puisqu'il y avait Tim, et ça a dû être évoqué clairement. Ce pouvoir d'agir sur soi et sur son environnement, dont les usagers de drogue sont précisément dépossédés. D'abord au nom de la maladie de la volonté et de leur conduite fautive, aujourd'hui au nom de l'addiction, maladie chronique du cerveau. Sur la maladie chronique du cerveau, je crois qu'il est très important de s'unir sur un sujet pareil pour n'avoir aucun compromis avec ce concept de maladie du cerveau, parce que c'est une conception qui est sciemment réductionniste, parce que quand vous discutez avec des grands addictologues aujourd'hui en France notamment, ils vous diront oui c'est vrai, c'est pas exactement ça, oui c'est vrai, mais bon quand même c'est tellement utile pour comment dire, le pouvoir. Oui, alors ça, c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent. C'est surtout pour les usagers, c'est pour qu'ils soient déculpabilisés, parce que quand on est malade, on n'est pas coupable, n'est-ce pas? Donc, enfin, je caricature. Il n'y a pas que les grands addictologues qui ont été pris là-dedans, aussi des groupes d'entraide le sont encore dans cette vision-là. Mais souvent, ils utilisent le terme de maladie sur un mode plus métaphorique. Là, on parle carrément de maladie chronique du cerveau. Donc là, on n'est plus tout à fait dans un registre métaphorique. Et là, c'est une vraie prise de pouvoir de la médecine biologique, sur le sujet. Et je pense qu'il est très important, effectivement, de ne faire aucun compromis avec ça. Bien sûr, ça nous crée des inimitiés, hein, je le sais, je le vis. Mais ça me paraît nécessaire pour soutenir cette autre vision que je suis en train d'essayer de résumer là avec ce troisième élément du pouvoir d'agir individuel et collectif. Parce que pourquoi comment dire, on ne peut que s'opposer à cette notion de maladie du cerveau, parce que c'est faire de la problématique addictive une problématique exclusivement à l'intérieur de l'individu, et c'est occulter sa dimension sociale, dont on a vu pourtant sa primauté, c'est clair. Bon. Le pouvoir de l'acte, c'est celui de modifier sa réalité. L'histoire récente des hommes, c'est finalement celle du conflit entre l'extension des pouvoirs d'agir sur soi et son environnement grâce à plein de progrès technologiques, hein. Je passe les détails, vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc à la fois cette extension des pouvoirs possibles pour agir sur soi et son environnement, et à la fois la confiscation de ce pouvoir par quelques-uns. C'est d'ailleurs la marque de tous les grands mouvements sociaux depuis près de 2 siècles. J'avais écrit ça bien avant les Gilets jaunes.
mais on le voit bien à travers ces mouvements, entre autres, hein, comme celui-là, la question du pouvoir devient centrale. Et c'est vrai que c'est une question centrale dans l'évolution, les transformations, les changements de comportement, d'attitude vis-à-vis des toxicomanies et des addictions. Il s'agit de se réapproprier le pouvoir de décider de nos vies et de l'intérêt collectif. Voilà. Et tout ce savoir accumulé depuis un demi-siècle, en tout cas pour moi, il a beaucoup transformé les choses. Je n'ai pas arrêté de changer, je pense, tout en ayant l'impression de garder une certaine, heureusement, une certaine structure fondamentale, y compris sur le plan des idées et du regard du monde, sur le monde. Mais tout ce savoir accumulé nous montre que les deux voies principalement utilisées jusqu'ici, à la fois la surenchère répressive ou la surmédicalisation, nous conduisent à des échecs douloureux. Mais ça nous montre aussi qu'il existe d'autres voies, celles de pratiques individuelles, institutionnelles et sociales, qui soient décloisonnées, c'est très important, qui soient disruptives, c'est-à-dire en rupture avec ce qui a été jusqu'à présent, et qui portent en germe un système et un lien social différent, un lien social autre. C'est ça que je pense tout à fait fondamental. C'est ça qui me paraît potentiellement et puissamment thérapeutique, c'est-à-dire facteur de changement individuel et puis collectif, parce que c'est là que vient l'émancipation, et c'est que là, par l'égalité, par la coopération, qu'on pourra réellement à la fois être ensemble et à la fois transformer les choses. Voilà.